Dans un restaurant chic, le bébé du millionnaire pleurait sans arrêt. Soudain, un enfant pauvre de 7 ans a pointé du doigt le biberon et a révélé quelque chose qui a fait pâlir le millionnaire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rendons ce moment mondial. Laissez un commentaire dans votre propre langue. Les lustres en cristal du Bernard diffusaient leur lumière chaleureuse sur les meilleurs restaurants de Manhattan. Mais ce soir-là, leur ambiance élégante a été brisée par les cris perçants du bébé Oliver Wellington. Marcus Wellington, 32 ans, et dont la fortune dépassait le PIB de la plupart des petits pays, était assis, impuissant, à la table 12, son costume Armani froissé après avoir passé des heures à essayer de calmer son fils d'1 an. Marcus, les gens nous regardent, a chuchoté Victoria Ashford entre ses dents serrées, ses doigts parfaitement manucurés tambourinant sur la nappe blanche. À 28 ans, elle incarnait l'élégance de la haute société, avec ses cheveux bouclés coiffés en un chignon impeccable et sa robe Valentino noire qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Ses yeux émeraudes, habituellement captivants, reflétaient désormais une froideur qui semblait faire baisser la température autour de leur table. Les cris d'Oliver s'intensifièrent, ses petites poings frappant la poitrine de Marcus. Le visage du bébé était rouge, son comportement habituellement joyeux remplacé par une détresse inconsolable. Marcus ne s'était jamais senti aussi impuissant de toute sa vie. Dans les salles de réunion, il imposait le respect au PDG des entreprises du Fortune 500. Dans son bureau penthouse surplombant Central Park, il prenait des décisions qui faisaient bouger les marchés. Mais ici, tenant son fils en pleurs, il n'était qu'un père perdu, submergé par des circonstances indépendantes de sa volonté. « Je ne comprends pas », murmura Marcus en berçant doucement Oliver contre son épaule. « Il allait bien ce matin. La nounou a dit qu'il avait bien mangé et joué normalement. » Sa voix s'éteignit lorsqu'il remarqua les regards désapprobateurs des autres clients. Quelques-uns avaient déjà demandé à changer de table et le maître d'hôtel s'approchait avec une inquiétude à peine dissimulée. Victoria soupira dramatiquement, ses patients s'usant comme un tissu coûteux sous le stress. « On devrait peut-être rentrer à la maison. »« C'est embarrassant, Marcus. Je ne peux pas laisser mes amis me voir comme ça. »« Ce n'est qu'un bébé, Victoria. Les bébés pleurent. » La voix de Marcus avait un ton défensif qui le surprit lui-même. Depuis que la mère d'Oliver, son ex-fiancée Sarah, était morte en couche 14 mois auparavant, Marcus avait assumé seul son rôle de père jusqu'à ce que Victoria entre dans sa vie 6 mois plus tôt. Elle semblait alors parfaite, sophistiquée, compréhensive et patiente avec Oliver. Mais dernièrement, quelque chose de fondamental avait changé dans leur dynamique. « Je le sais », rétorqua Victoria, puis elle se ressaisit rapidement et esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis désolé, chérie. Je suis juste fatigué. La semaine a été longue avec les préparatifs de la vente aux enchères caritatives et tu sais à quel point cet événement est important pour ma position sociale. » Les pleurs d'Oliver atteignirent un nouveau crescendo et Marcus remarqua quelque chose qui le fit frissonner. Son fils semblait pleurer plus fort chaque fois que Victoria était près de lui. Était-ce son imagination ou ce schéma s'était-il développé depuis des semaines sans qu'il s'en aperçoive? Près de l'entrée du restaurant, Elena Martinez, 7 ans, arrangeait soigneusement son petit bouquet de roses, essayant de les rendre aussi belles que possible, malgré leurs pétales fanés. Sa mère lui avait appris que la présentation était essentielle, même lorsque l'on avait peu de moyens. Les vêtements d'Elena étaient propres mais usés. Une simple robe bleue qui avait été transmise par une fille plus âgée de leur immeuble, assortie à des chaussures éraflées, légèrement trop petites mais cirées jusqu'à briller. Ses longs cheveux bruns étaient soigneusement tressés avec un petit ruban que sa mère avait récupéré sur une boîte cadeau jetée. Elena vendait des fleurs devant des restaurants haut de gamme depuis 2 ans, depuis que sa mère, Sophia, avait perdu son emploi de femme de chambre dans un hôtel lorsque l'économie s'était resserrée. Elle vivait dans un petit studio dans le Queens, survivant grâce à ce qu'Elena gagnait en vendant des fleurs et au petit boulot de femme de ménage de sa mère. Malgré leur situation, Sophia avait élevé Elena pour qu'elle soit observatrice, gentille et courageuse, des qualités qui s'avéreraient cruciales ce soir-là. Elena avait appris à lire le rythme du restaurant. Elle savait quels clients étaient généreux, quels couples fêtaient leur anniversaire, quels dîners d'affaires pouvaient déboucher sur des achats impulsifs. Mais ce soir, son attention était attirée par la table 12,
où un homme en costume coûteux tenait un bébé qui pleurait avec la tendresse désespérée de quelqu'un qui avait tout essayé et qui était à court d'options. Excusez-moi. Elena s'approcha de leur table avec une confiance tranquille, tenant une seule rose rouge. Voulez-vous acheter une fleur pour cette belle dame? Les roses portent chance aux familles. Marcus leva les yeux, les paupières rougies par la fatigue et la frustration. Le sourire sincère et l'expression pleine d'espoir de la petite fille le touchèrent d'une manière qui dissipa le brouillard émotionnel qui l'enveloppait. Il y avait là de l'innocence et de l'optimisme au milieu de son chaos. Combien, ma chérie? 5 $, monsieur. Cela la rendra très heureuse, et peut-être que le bébé aimera aussi cette jolie couleur. L'anglais de Nena était parfait, bien qu'accentué par les intonations musicales héritées de ses origines portoricaines. Victoria jeta à peine un coup d'œil à l'enfant, son attention se concentrant sur son reflet dans son miroir de poche tandis qu'elle retouchait son rouge à lèvres. « Nous n'avons pas besoin de fleurs, Marcus, rien voilà. Nous en prendrons 3. » l'interrompit Marcus en sortant son portefeuille de sa main libre tout en continuant à bercer l'Oliver. « Comment t'appelles-tu, ma chérie? »« Elena, monsieur. Elena Martinez, merci beaucoup. » Elle compta soigneusement 3 roses, ses mouvements précis. Malgré son jeune âge, Elena avait appris que le souci du détail et la politesse lui valaient souvent des pourboires qui pouvaient faire la différence entre un dîner et se coucher le ventre vide. Alors que Marcus lui tendait 20 $, 4 fois plus que ce qu'elle avait demandé, le regard perçant d'Elena repéra quelque chose qui lui noua l'estomac, le genre d'inquiétude qui l'avait toujours protégée, elle et sa mère, dans les situations dangereuses. Victoria avait discrètement sorti de son sac à main un petit flacon transparent, du genre de ceux qu'Elena avait vu les médecins utiliser lorsqu'elle avait emmené sa mère à la clinique gratuite du Queens. Avec des gestes exercés qui trahissaient une grande répétition, Victoria a versé plusieurs gouttes d'un liquide transparent dans le biberon d'Oliver pendant que Marcus était distrait par le paiement d'Elena. Les yeux de la femme allaient et venaient nerveusement, vérifiant que personne ne regardait, son langage corporel criant de la culpabilité et la tromperie. Le cœur d'Elena s'emballa alors que tous les instincts de survie que sa mère lui avait enseignés se mettaient en marche. Au cours de ses 7 années d'existence, elle avait appris à lire les intentions des gens, une compétence nécessaire pour une enfant qui passait ses soirées seule parmi des étrangers, vulnérable et dépendante de sa capacité à juger correctement le comportement des adultes. Les mouvements de Victoria étaient trop prudents, trop secrets, trop étudiés. Ce n'était pas un médicament administré ouvertement par un parent attentionné. C'était quelque chose qui était caché. Elena se souvenait des avertissements sévères de sa mère concernant la confiance envers les adultes, mais elle se souvenait également de la leçon la plus importante de Sophia. Mia, quand tu vois quelqu'un faire du mal à un enfant, en particulier à un bébé qui ne peut pas se protéger, tu dois être courageuse. Tu dois parler, même si tu as peur. Monsieur, murmura Elena, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant du restaurant et des pleurs incessants d'Oliver. Elle se pencha vers Marcus, sa petite main touchant doucement son bras, pour attirer son attention. Votre femme, elle a mis quelque chose dans le biberon. Un médicament qui n'est pas pour les bébés, évidemment. Marcus se figea, la main toujours tendue avec l'argent, son monde entier basculant soudainement. Qu'est-ce que tu as dit? Les yeux sombres d'Elena étaient écarquillés mais déterminés, reflétant un courage qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi jeune, mais pourtant tout à fait sincère. Quand tu me regardais et que tu prenais l'argent, elle a sorti un petit flacon avec une inscription « médicament » et a mis des gouttes dans le lait du bébé. Je l'ai vu faire. Elle était très discrète, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un la voie. Le sang se retira du visage de Marcus comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. Il regarda Victoria, qui avait rapidement caché le flacon dans son sac à main, et lui souriait maintenant innocemment. Mais son sourire semblait forcé, fragile, comme du verre sur le point de se briser. « Victoria, quoi? Ne sois pas ridicule, Marcus. » Victoria rit, mais sa voix semblait tendue, plus aiguë que d'habitude. L'enfant essaie manifestement de causer des problèmes pour vous soutirer plus d'argent. Ces enfants des rues sont prêts à dire n'importe quoi pour attirer l'attention. Vous ne pouvez pas croire les paroles d'une petite mendiante plutôt que les miennes. La cruauté dans la voix de Victoria lorsqu'elle parlait d'Elena frappa Marcus comme un coup physique. Mais Elena s'avança courageusement,
pointant du doigt le sac à main de Victoria avec l'intrépidité de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à protéger. La petite bouteille est toujours là, monsieur. Elle porte une inscription comme les flacons de médicaments de la clinique où maman m'emmène. Ce n'est pas un médicament pour bébé. Le monde de Marcus bascula complètement. Tous les instincts commerciaux qu'il avait développés au cours de 15 années de négociations à haut risque, tous les signaux d'alerte qui lui avaient permis de détecter avec succès les mensonges et les tromperies lui criaient soudainement « danger ». Les pleurs inhabituels d'Oliver, sa détresse qui semblait s'aggraver en présence de Victoria, le moment choisi par Victoria pour se montrer serviable chaque fois qu'Oliver semblait particulièrement mal en point. Des images défilèrent dans son esprit. Victoria proposant de préparer les biberons d'Oliver, Victoria suggérant d'engager une nounou de nuit pour que les pleurs d'Oliver ne perturbent pas leur sommeil. L'irritation croissante de Victoria face à la présence d'Oliver, ses commentaires sur la facilité de leur relation avant qu'Oliver n'ait besoin d'autant d'attention. « Montre-moi ton sac à main », exigea Marcus, sa voix prenant le ton grave, sérieux et menaçant qui avait fait reculer les avocats adverses lors de négociations portant sur des millions de dollars. Le sang-froid parfait de Victoria se fissura un instant, révélant quelque chose de désespéré et de laid. « Marcus, tu ne peux pas croire ce petit voyou plutôt que moi. Je suis ta petite amie. Nous sommes ensemble depuis 6 mois. Tu allais me demander en mariage. Montre-moi ton sac à main maintenant. » Le restaurant sembla retenir son souffle lorsque Marcus tendit la main vers le sac de créateur de Victoria. Ses mouvements étaient délibérés et imparables malgré ses protestations. Victoria tendit la main pour attraper son sac à main, mais Marcus fut plus rapide. Des années de racquetball et de jogging matinal l'avaient maintenu en excellente forme physique, et ses réflexes étaient aiguisés par des négociations commerciales à haut risque où quelques secondes pouvaient coûter des millions. Sa main se referma sur la poignée en cuir avant que Victoria ne puisse l'arrêter. « Marcus, arrête! Tu fais une scène. Pense à ta réputation. » Victoria siffla, mais sa protestation arriva trop tard et semblait de plus en plus désespérée. À l'intérieur du sac à main, niché entre son rouge à lèvres Chanel et ses cartes de crédit platine, se trouvait un petit flacon brun avec une étiquette de pharmacie qui aurait tout aussi bien pu être une preuve irréfutable. Les mains de Marcus tremblaient tandis qu'il lisait les détails de l'ordonnance. Diphenhydramine hydrochloride sous forme liquide pour Victoria Ashford. À prendre selon les besoins pour faciliter le sommeil. Ne pas dépasser la dose recommandée. Attention, tenir hors de portée des enfants. Idiot! C'est un médicament qui rend les adultes somnolents, dit Elalana doucement, sa voix trahissant les connaissances pratiques d'une enfant qui avait passé trop de temps dans les salles d'attente des cabinets médicaux avec sa mère. Mais les bébés ne sont pas censés prendre des somnifères. C'est ce que les infirmières disaient toujours aux mamans à la clinique. Le visage de Marcus pâlit lorsque toutes les implications le frappèrent comme un train de marchandises chargé d'une vérité dévastatrice. La danahydramine, à des doses appropriées, aidait les adultes à dormir, mais pour un bébé d'1 an, son esprit passa en revue les symptômes d'Oliver au cours des dernières semaines. Des pleurs excessifs suivis d'une léthargie anormale, des difficultés à dormir toute la nuit, des périodes d'agitation inhabituelles. Oliver avait présenté tous ces symptômes et Victoria avait toujours été là pour aider en préparant ses biberons lorsque Marcus était trop fatigué ou trop occupé pour remarquer cette tendance. « Tu as drogué mon fils », murmura Marcus, sa voix trahissant une fureur contenue qui avait fait de lui, aux yeux de ses concurrents du monde entier, quelqu'un qu'il ne fallait jamais contrarier. Le masque de Victoria finit par tomber complètement, révélant le calcul et l'égoïsme qui se cachaient sous son apparence parfaite. Ses beaux traits se déformèrent en quelque chose d'horrible et de désespéré, comme un prédateur pris dans les lumières vives. Ce n'est pas ce que tu penses. C'est juste qu'il pleure tellement, Marcus. Il pleure tout à l'heure, il a toujours besoin d'attention, il gâche toujours nos moments ensemble. Je n'en pouvais plus. Je devenais folle. Alors tu as décidé de droguer un bébé. Les mots sortirent comme des balles, chacun atteignant sa cible avec une précision dévastatrice. Tu as décidé d'empoisonner mon fils parce qu'il te dérangeait. Elena observait la scène se dérouler avec la compréhension solennelle d'un enfant qui avait vu trop tôt les ténèbres du monde, mais qui avait appris à rester ferme face à l'injustice. Elle toucha à nouveau doucement le bras de Marcus,
sa petite main offrant du réconfort à un homme adulte dont le monde s'écroulait. Monsieur, vous devez emmener le petit Oliver à l'hôpital immédiatement. Ma maman dit que les médicaments peuvent faire très mal aux petits. Même si ça ne fait pas mal aux grands, les médecins doivent vérifier s'il va bien à l'intérieur. Marcus baissa les yeux vers cette petite fille courageuse qui avait sauvé la vie de son fils grâce à son sens aigu de l'observation et à son courage moral. Puis il regarda Victoria, qui pleurait maintenant, mais il ne savait pas si c'était par véritable remords ou par crainte des conséquences, et il ne se souciait plus de le déterminer. « Pourquoi ?» demanda-t-il à Victoria, la voix brisée et creuse. « Pourquoi as-tu fait ça à un enfant innocent? Mon enfant, le fils de l'homme que tu prétendais aimer. » Les larmes de Victoria coulaient maintenant librement, ruinant son maquillage parfait et révélant le désespoir qui se cachait sous son apparence soignée. « Parce que je voulais que tu redeviennes comme avant qu'il n'arrive et ne change tout. Avant, tu te concentrais sur moi, tu m'emmenais dans des endroits comme celui-ci, tu me faisais me sentir spéciale et importante. Mais depuis l'arrivée de ce bébé, ce n'est plus que des pleurs, des nuits blanches, des dîners annulés, et tu le préfères toujours à moi. Je pensais que s'il dormait plus, s'il était plus calme, s'il était moins perturbé, tu pensais que tu pourrais le droguer pour qu'il se soumette afin que tu puisses avoir toute mon attention. » La voix de Marcus s'éleva malgré ses efforts pour la contrôler, attirant les regards des autres clients, mais il se moquait bien de ce que pensait le public. La vie de son fils avait été en danger pendant des semaines, voire des mois, et cette femme à qui il avait sérieusement envisagé de demander sa main, avait été la menace, vivant dans sa propre maison. Elena recula légèrement, laissant les adultes se confronter, mais gardant un œil protecteur sur le bébé Oliver, qui avait enfin cessé de pleurer et regardait autour de lui avec des yeux curieux et brillants, qui semblaient plus clairs que Marcus ne les avait vus depuis des semaines. « Le bébé a l'air d'aller mieux maintenant », observa-t-elle tranquillement avec la sagesse de quelqu'un qui avait appris à surveiller le bien-être des personnes vulnérables. Lorsque les mauvais médicaments commencent à disparaître, les bébés se sentent mieux dans leur peau. Marcus se rendit compte qu'elle avait tout à fait raison. Oliver semblait plus alerte, plus intéressé par son environnement, plus semblable au bébé heureux qu'il était avant que Victoria ne devienne une présence régulière dans leur vie. Combien de nuits Marcus avait-il arpenté les pièces de son appartement, pensant que son fils était simplement difficile de nature, sans jamais soupçonner que la femme qui dormait paisiblement dans son lit était la cause du mal-être de son enfant. Les pièces du puzzle s'assemblèrent avec une clarté écœurante. L'insistance de Victoria à vouloir aider pour les tétés nocturnes, ses suggestions d'engager des nounous supplémentaires pour gérer les périodes difficiles d'Oliver, ses commentaires de plus en plus fréquents sur le fait que leur relation serait tellement plus facile si Oliver avait besoin de moins d'attention. Elle avait systématiquement créé les problèmes qu'elle se positionnait ensuite pour résoudre. « Je dois appeler la police », dit Marcus en sortant son téléphone, les mains tremblantes de rage et d'adrénaline. « Non, s'il te plaît. » Victoria lui saisit le bras avec une force désespérée, ses ongles s'enfonçant dans sa veste de costume coûteuse. « Je partirai. Je ne reviendrai jamais. Je disparaîtrai complètement de ta vie. Ne fais pas ça. Ne gâche pas ma vie pour ça. J'ai fait une erreur, mais je n'essayais pas de lui faire du mal. Je voulais juste qu'il soit plus calme. » « Une erreur !» La voix de Marcus était incrédule, son volume augmentant malgré le cadre chic. « Tu as systématiquement empoisonné mon enfant pendant des semaines, voire des mois. Tu as mis un sédatif pour adulte dans le biberon d'un bébé d'1 an parce qu'il te gênait dans ta vie sociale. Ce n'est pas une erreur, Victoria. C'est une tentative de meurtre. » Elena observait silencieusement l'échange. Son esprit de 7 ans traitait des informations que la plupart des adultes auraient du mal à comprendre. La clarté morale issue de sa vie difficile lui avait appris à distinguer le bien du mal sans les complications que les adultes créent souvent. Elle s'avança à nouveau, sa voix faible mais cristalline. « Ma maman dit toujours que quand des gens font du mal aux enfants, les autres adultes doivent le savoir pour pouvoir protéger d'autres enfants. La sagesse de cet enfant débrouillard a dissipé le tumulte émotionnel de Marcus comme un phare dans le brouillard. Elena avait raison. Qui savait si Victoria avait déjà fait cela dans d'autres relations, avec d'autres enfants? Qui savait si elle le referait à un autre enfant innocent si elle n'avait pas à en subir les conséquences? Alors que Marcus composait le 911, Victoria fit une dernière tentative désespérée de manipulation,
sa voix prenant le ton calculé qu'elle utilisait pour négocier les situations sociales à son avantage. Pense à ta réputation, Marcus. Pense au scandale que cela va créer. Les actions de Wellington Industries vont s'effondrer quand cela sera rendu public. Pense à tout ce que tu vas perdre. Tes investisseurs, ton conseil d'administration, ta réputation dans le monde des affaires. Pense aux milliers d'employés dont l'emploi dépend du succès de l'entreprise. Marcus s'interrompit, le téléphone à mi-chemin de son oreille, tandis que les paroles de Victoria atteignaient leur cible. Elle n'avait pas tort au sujet de l'impact potentiel sur les affaires. Wellington Industries était une société cotée en bourse valant des milliards, construite à partir de la petite entreprise de construction que son grand-père avait créée avec pour seules armes sa détermination et son travail honnête. Un scandale impliquant la vie privée du PDG pouvait en effet affecter le cours des actions, la confiance des investisseurs et les moyens de subsistance de milliers d'employés qui n'avaient rien à voir avec ses erreurs personnelles. Mais il regarda Oliver, qui gazouillait joyeusement dans ses bras pour la première fois depuis des mois, enfin libéré de l'emprise des médicaments qui nuisaient lentement à son développement. Puis il regarda Elena, dont les actions courageuses avaient sauvé la vie de son fils, qui avait risqué sa propre sécurité pour protéger l'enfant d'un inconnu, qui se tenait là maintenant comme un petit ange gardien envoyé pour empêcher une tragédie. Certaines choses importaient plus que l'argent. Certaines choses importaient plus que la réputation. Certaines choses importaient plus que le cours des actions ou la réussite commerciale. « Laissez tomber », dit-il doucement, puis il parla au téléphone avec une détermination sans faille. « 911, je souhaite signaler un cas de mise en danger et d'agression sur enfant. Quelqu'un a empoisonné mon fils âgé d'1 an. » Elena sourit légèrement, reconnaissant le moment où un adulte choisissait de faire ce qui était juste, malgré le coût potentiel pour lui-même. Elle avait vu si peu de moments comme celui-ci dans sa jeune vie que chacun d'entre eux lui semblait être un petit miracle, une confirmation que les gens bien existaient encore dans le monde. Alors que les sirènes retentissaient au loin, se rapprochant à travers le trafic de Manhattan, Marcus réalisa que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Mais en regardant son fils en bonne santé et la petite fille courageuse qu'il avait sauvée, il savait avec une certitude absolue que ce changement serait pour le mieux. La police arriva en moins de 8 minutes, leurs gyrophares rouges et bleus illuminant les fenêtres de l'élégant restaurant de couleurs dramatiques qui transformèrent l'atmosphère raffinée en un décor de série policière. L'inspectrice Maria Santos, une vétérane de 15 ans du NYPD, réputée pour traiter les affaires sensibles impliquant des enfants, jeta un coup d'œil à la scène et comprit immédiatement la gravité de la situation. « Monsieur Wellington, j'ai besoin que vous me racontiez exactement ce qui s'est passé ici ce soir, » dit l'inspectrice Santos, son bloc-notes à la main, avec un air professionnel mais aimable. C'était une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux vifs et intelligents, qui ne manquait rien et dont le comportement mettait les témoins effrayés à l'aise. Pendant que Marcus racontait en détail les événements de la soirée, Elena restait tranquillement à proximité, tenant toujours son petit bouquet de roses, sa présence à la fois protectrice et réconfortante. Elle regarda les ambulanciers examiner le bébé Oliver, leurs mains expertes vérifiant ses signes vitaux, la réaction de ses pupilles et son état général avec la minutie que leur conféraient leurs années d'expérience en médecine d'urgence. « Nous allons devoir effectuer des tests complets », expliqua à Marcus le chef des ambulanciers, un homme nommé Roberto, dont les propres enfants lui avaient appris à parler aux parents inquiets. « Mais d'après ce que vous avez décrit et en observant sa réactivité et ses signes vitaux actuels, je pense que vous avez découvert cette situation à temps. Ces symptômes correspondent à des effets légers, mais il semble bien les métaboliser. » Victoria était assise dans un coin du restaurant sous la surveillance de la police, son apparence glamour désormais débraillée, et son image soigneusement construite s'effondrant comme un château de cartes dans le vent. Elle jetait des regards suppliants à Marcus, mais celui-ci refusait de croiser son regard, toute son attention étant concentrée sur son fils et l'enfant qu'il avait sauvé. Le détective Santos s'agenouilla à la hauteur d'Elena, conscient de l'importance de mettre les enfants témoins en confiance et de les écouter. « Ma chérie, tu as fait quelque chose d'incroyablement courageux ce soir. Peux-tu me raconter exactement ce que tu as vu? Prends ton temps et ne t'inquiète pas si tu ne te souviens pas de tous les détails. » Malgré son jeune âge, Elena parlait d'une voix calme, reflétant la maturité acquise dans une vie où l'observation et l'honnêteté étaient des compétences indispensables à la survie.
La jolie dame a sorti un petit flacon de son sac à main quand l'homme ne la regardait pas. Elle a regardé autour d'elle avec beaucoup de prudence pour s'assurer que personne ne la regardait. Puis elle a versé quelques gouttes dans le biberon du bébé. Elle agissait de manière très discrète et son visage semblait coupable, comme lorsque les enfants cassent quelque chose à l'école et essaient de le cacher. « Et qu'est-ce qui vous a fait penser que c'était mal ?» demanda gentiment le détective Santos, impressionné par la mémoire claire et le raisonnement moral de l'enfant. « Ma maman m'emmène parfois à la clinique quand elle est malade parce qu'elle travaille trop, » expliqua Elena, dont la sagesse, bien supérieure à son âge, transparaissait dans chaque mot soigneusement choisi. « Je sais à quoi ressemblent les flacons de médicaments, et je sais que les adultes ne mettent pas leurs médicaments dans des biberons, sauf si quelque chose ne va pas. De plus, elle le cachait au papa du bébé. Et si c'était un bon médicament pour aider le bébé, pourquoi le cacherait-elle? Le détective Santos échangea un regard significatif avec son partenaire, l'officier Michael Torres. Les enfants étaient souvent les meilleurs témoins, car ils observaient sans les filtres utilisés par les adultes. Ils voyaient clairement les actions sans être distraits par des explications, des excuses ou les dynamiques sociales et complexes qui pouvaient brouiller le jugement des adultes. « Elena, continua le détective Santos, est-ce que quelque chose de similaire s'est déjà produit auparavant? Avez-vous déjà vu des adultes faire des choses qui semblaient mauvaises à des enfants? » Elena acquiesça solennellement. « Parfois, je vois des choses quand je vends des fleurs. Le mois dernier, j'ai vu un homme crier très méchamment sur une petite fille dans le parc, et elle pleurait et avait peur. Je l'ai dit à la policière qui patrouille dans le coin. Et une fois, j'ai vu une maman secouer très fort un bébé quand elle pensait que personne ne regardait. Je l'ai dit au gardien de sécurité du magasin. » Marcus sentit un frisson lui parcourir l'estomac lorsqu'il comprit que l'intervention d'Elena ce soir-là n'était pas un cas isolé d'héroïsme enfantin. Cela faisait partie d'un schéma récurrent. Cette fillette de 7 ans s'était donnée pour mission personnelle de protéger les enfants vulnérables, alors qu'elle-même était une enfant qui aurait dû être sous la protection d'un adulte. Alors que l'enquête se poursuivait et que Victoria se voyait lire ses droits, Marcus se surprit à repenser sans cesse à Elena. Il y avait quelque chose chez cet enfant qui allait au-delà de ses actes héroïques de ce soir. Elle se comportait avec une dignité et une conscience qui témoignaient des difficultés rencontrées et surmontées. Pourtant, ses yeux reflétaient une gentillesse qui n'avait pas été ternie par les circonstances difficiles. Elle semblait rayonner d'une bonté authentique que Marcus avait commencé à croire inexistante dans son monde de politique d'entreprise et d'ascension sociale. « Elena, dit-il en s'approchant d'elle alors qu'elle s'apprêtait à partir avec ses roses invendues, je vous dois plus que je ne pourrai jamais vous rendre. Vous avez sauvé la vie de mon fils ce soir. » Elena secoua la tête solennellement, l'air sérieux malgré son jeune âge. « Vous ne me devez rien, monsieur. J'ai juste fait ce qu'il fallait faire. Ma maman dit toujours qu'il faut veiller les uns sur les autres, surtout sur les petits qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. C'est ce que les gens sont censés faire. » Marcus s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Oliver était toujours dans ses bras, dormant paisiblement pour la première fois depuis des semaines. « Elena, où est ta maman en ce moment? Quelqu'un ne devrait-il pas venir te chercher? Il est presque minuit. Elle travaille tard ce soir. Elle nettoie des bureaux en centre-ville. Elle a 3 emplois, donc parfois elle ne rentre pas à la maison avant très tôt le matin. Je prends le métro toute seule pour rentrer chez moi. D'habitude, je m'en sors très bien. Maman m'a appris quel train prendre et quelles stations sont sûres. » Le ton neutre d'Elena lorsqu'elle évoqua le fait de se déplacer seule dans New York la nuit brisa le cœur de Marcus. « Absolument pas, » dit Marcus fermement, son instinct protecteur s'étendant au-delà de son propre enfant pour la première fois depuis des années. « Je te ramène chez toi ce soir. C'est le moins que je puisse faire et franchement, je ne pourrais pas dormir en sachant que vous voyagez seul à cette heure-ci, monsieur. Je ne veux pas vous déranger. Je sais que les gens riches sont généralement très occupés. »« Elena, écoute-moi très attentivement, » dit Marcus d'une voix douce mais sérieuse. « Tu ne me dérangeras jamais, jamais. Tu es une héroïne et les héros méritent qu'on s'occupe d'eux. De plus, Oliver et moi serions tous les deux plus tranquilles en sachant que tu es rentré chez toi en toute sécurité. » Alors qu'il se dirigeait vers la Tesla de Marcus, une élégante Model S noire qu'Elena n'avait vue que dans les magazines que sa mère rapportait parfois du bureau où elle faisait le ménage. Le détective Santos s'approcha avec une nouvelle qui scellerait le sort de Victoria. « Monsieur Wellington,
Nous plaçons immédiatement Mademoiselle Ashford en garde à vue. Sur la base des preuves, des témoignages et de ses propres aveux partiels, nous l'inculperons pour mise en danger d'enfant au premier degré, agression au troisième degré et mise en danger imprudente. Le procureur a déjà été contacté et devrait poursuivre cette affaire avec acharnement, compte tenu notamment de la vulnérabilité de la victime. Marcus acquiesça d'un air sombre, éprouvant un mélange de satisfaction et de tristesse. Bien. Et inspecteur Santos, si vous avez besoin de témoins pour attester du courage, de la fiabilité et de la crédibilité d'Elena, je témoignerai pour tout ce dont vous aurez besoin. Le témoignage et la vivacité d'esprit de cet enfant ont permis d'éviter ce qui aurait pu être une tragédie. Pendant le trajet vers le Queens, Elena était assise tranquillement sur le siège passager, son petit bouquet de roses sur les genoux, regardant les lumières de la ville défiler derrière la vitre. Oliver s'était endormi paisiblement dans son siège auto, son premier véritable repos sans médicaments depuis des mois. Le contraste était saisissant et déchirant. C'était ainsi que les bébés étaient censés dormir, sans être drogués jusqu'à perdre conscience. Elena, dit Marcus alors qu'il roulait dans le trafic nocturne, traversant des quartiers de moins en moins riches à mesure qu'il s'éloignait de Manhattan. Puis-je vous poser une question personnelle? Oui, monsieur. Ni, comment avez-vous su qu'il fallait surveiller Victoria de si près ce soir? La plupart des adultes n'auraient pas remarqué ce qu'elle faisait, encore moins un enfant. Vous avez vu quelque chose qui a échappé au serveur expérimenté, aux clients habitués, et même à moi. Oui, Elena resta silencieuse pendant un long moment, contemplant les lumières de la ville et réfléchissant à la question avec le sérieux qu'elle méritait. Quand elle prit enfin la parole, ces mots avaient le poids d'une sagesse durement acquise. Quand on vit comme maman et moi, on apprend à observer les gens de très près. On apprend à distinguer ceux qui sont sûrs de ceux qui ne le sont pas, ceux qui disent la vérité de ceux qui mentent, ceux qui peuvent vous aider de ceux qui peuvent vous faire du mal. Parfois, votre sécurité dépend de votre capacité à voir des choses que les autres ne voient pas ou ignorent. La simple honnêteté de sa déclaration frappa Marcus comme un coup physique à la poitrine. Cet enfant avait développé un instinct de survie et des capacités d'observation qui lui permettaient de voir le danger là où les adultes ne le voyaient pas du tout. Elle avait appris à détecter la tromperie et la malveillance parce que sa vie l'avait obligée à le faire. Et ce soir-là, ses capacités avaient sauvé la vie de son fils. « Elena, que veux-tu faire quand tu seras grande, médecin ?» répondit-elle sans hésiter, sa voix trahissant la certitude de quelqu'un qui avait mûrement réfléchi à la question. « Pour pouvoir aider les gens malades à guérir. Et pour que maman et moi n'ayons pas à nous soucier de l'argent quand elle sera malade ou quand j'aurai besoin d'aider d'autres enfants qui sont blessés. » Marcus sentit quelque chose bouger et grandir dans sa poitrine. Une prise de conscience qu'il ne pouvait pas vraiment nommer, mais qui ressemblait à des pièces d'un puzzle qui s'emboîtait. Tu ferais une excellente médecin, Elena. La meilleure qui soit, celle qui remarque ce que les autres ne voient pas et qui a le courage d'agir. Lorsqu'ils arrivèrent à l'immeuble d'Elena, un complexe d'appartements de 6 étages à Elmhurst, dans le Queens, qui avait connu des jours meilleurs, Marcus insista pour l'accompagner jusqu'à sa porte, malgré les protestations d'Elena qui disait être habituée à monter seule. « Elena, j'ai besoin de te demander quelque chose, » dit Marcus alors qu'ils montaient les escaliers étroits qui sentaient les épices et les produits d'entretien industriel. « Comment as-tu su que tu devais venir chez Leonard Dan ce soir? Ce n'est pas un restaurant où les enfants vendent habituellement des fleurs. » Elena baissa les yeux vers ses pieds pendant qu'ils montaient les marches. Maman m'a montré le chemin une fois, quand elle a dû m'emmener avec elle au travail parce que j'étais malade et que je ne pouvais pas aller à l'école. Elle nettoie parfois des bureaux près de là. Je me souviens qu'elle m'a montré les restaurants chics et m'a dit « C'est là que les gens riches vont quand ils veulent faire la fête ou faire des affaires. » Je me suis dit que je pourrais peut-être vendre plus de fleurs là-bas que dans notre quartier. Cette explication était logique et a apaisé les inquiétudes de Marcus quant à la présence d'une enfant de 7 ans seule dans un quartier aussi chic. Elena n'errait pas au hasard. Elle suivait un itinéraire que sa mère lui avait montré, appliquant une réflexion stratégique pour améliorer la situation financière de sa famille. Elena s'est arrêtée devant l'appartement 4B et a sorti une clé qui pendait à un cordon usé autour de son cou. « Merci de m'avoir accompagné, Monsieur Wellington. J'espère que le petit Oliver se sent mieux maintenant
et qu'il ne pleure plus. Elena, attends! Marcus sortit sa carte de visite et écrivit son numéro de portable personnel au dos en chiffres gras et clairs. Si toi ou ta mère avez besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, appelez-moi. Promis? Urgence médicale, problème d'argent, problèmes à l'école, n'importe quoi. Votre famille désormais, que vous le sachiez ou non. Elena examina attentivement la carte, suivant du doigt les lettres en relief de son nom, puis leva les yeux vers lui avec ses yeux sombres et sages qui semblaient voir directement dans son âme. « Pourquoi nous aideriez-vous? Vous ne nous connaissez même pas, et nous ne sommes que des pauvres. » Marcus sentit son cœur se briser un peu plus lorsqu'elle évoqua leur situation économique avec tant de naturel. « Parce que ce soir, au moment où cela comptait le plus, vous nous avez aidés alors que vous n'aviez rien à gagner et tout à perdre. Et parce que... » Marcus fit une pause, cherchant les mots pour expliquer un sentiment qu'il ne parvenait pas tout à fait à identifier, mais qui devenait de plus en plus fort à chaque minute qui passait. « Parce que je pense que vous rencontrer est peut-être la meilleure chose qui nous soit arrivée, à Oliver et moi, depuis très longtemps. » Alors qu'Elena disparaissait derrière la porte de son appartement, Marcus resta debout dans le couloir étroit pendant plusieurs minutes, Oliver dormant paisiblement dans ses bras. Il ne pouvait se défaire du sentiment que cette nuit-là avait changé plus que la sécurité immédiate d'Oliver. Quelque chose de plus grand était en train de changer dans son monde, quelque chose qui ressemblait au destin ou à la fatalité. Enfin, une trajectoire qui avait déraillé quelque part en cours de route était corrigée. Le trajet de retour vers son penthouse de Manhattan lui sembla plus long que d'habitude, rempli de pensées sur la trahison de Victoria, le courage extraordinaire d'Elena et la certitude grandissante que ce n'était que le début d'une histoire beaucoup plus vaste qui allait remodeler sa conception de la responsabilité familiale et de ce qui comptait vraiment dans la vie. Ce que Marcus ignorait encore, c'est qu'à ce moment même, la mère d'Elena, Sophia, terminait son service de nettoyage des bureaux de Wellington Industries, sans se douter que sa fille venait de sauver la vie du fils de son employeur et que leur vie était sur le point de changer d'une manière qu'aucune d'elles ne pouvait imaginer. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la nuit qui avait tout changé. Victoria Ashford était désormais incarcérée à Rikers Island en attente de son procès. Sa demande de libération sous caution avait été rejetée en raison de la gravité des accusations et de la décision du juge qui estimait qu'elle présentait un risque de fuite. Les médias avaient eu vent de l'affaire, mais l'équipe juridique de Marcus avait réussi à garder la plupart des détails confidentiels, protégeant ainsi l'identité d'Oliver et d'Elena du regard du public. Oliver se portait mieux que Marcus n'aurait pu l'espérer. Le docteur Patricia Reynolds avait confirmé que toute trace de diphenhydramine avait disparu de son organisme, et la personnalité naturelle d'Oliver ressortait comme le soleil après la pluie. Son rire sincère remplissait désormais l'appartement, spontané et joyeux, d'une manière que Marcus avait oublié être possible. Mais Marcus ne pouvait s'empêcher de penser à Elena Martinez. Chaque matin, alors qu'il préparait les biberons d'Oliver, une tâche sacrée qu'il ne déléguerait plus jamais, il se demandait comment allait cette courageuse fillette de 7 ans qui avait sauvé la vie de son fils. Il était passé plusieurs fois devant Lear Nedden, dans l'espoir de la voir vendre des fleurs. Mais Elena n'était jamais là. La carte de visite qu'il lui avait donnée restait inutilisée, et son inquiétude pour son bien-être était devenue une véritable obsession. Monsieur Wellington, son assistante personnelle, Jennifer Crawford, frappa à la porte de son bureau avec des nouvelles qui l'attendaient désespérément. « Oui, entrez. Qu'avez-vous trouvé sur Elena? » Jennifer consulta sa tablette avec sa minutie habituelle. Elena Martinez, 7 ans, inscrite à l'école PS 163 dans le Queens. Excellent résultat scolaire malgré des absences fréquentes. Sa mère est Sofia Elena Martinez, 28 ans, originaire de San Juan, à Porto Rico. Elles ont déménagé à New York il y a 5 ans après le décès de son mari dans un accident de chantier. Marcus ressentit la douleur familière de comprendre ce qu'était la monoparentalité, même si sa situation était très différente. « Je veux les aider, Jennifer. J'ai pensé à mettre en place des programmes complets de soutien aux familles et pour nos employés. De vrais programmes qui répondent à des besoins réels. » « Monsieur, il y a autre chose. » Le ton de Jennifer devint plus sérieux, quelque chose qui rend cette situation extraordinaire. Sophia Martinez est employée par Wellington Industries. Elle travaille de nuit pour Pristine Commercial Cleaning, notre prestataire de services de nettoyage. Elle nettoie nos bureaux depuis 2 ans et demi. Cette révélation frappa Marcus comme un coup de tonnerre.
La mère d'Elena travaillait dans son immeuble depuis plus de 2 ans, invisible et inaperçue malgré sa fiabilité. Pendant qu'il bâtissait son empire, la mère de la future sauveuse de son fils nettoyait discrètement derrière lui. Elle travaille ici, dans cet immeuble, les mardis, jeudis et samedis soirs, de 22 heures à 6 heures. Elle n'a jamais manqué un service. Ses évaluations de performance sont exemplaires. Elle nettoie les étages de la direction, y compris votre bureau. Marcus se leva et se dirigea vers ses fenêtres, regardant la ville d'un œil complètement nouveau. L'ironie était stupéfiante. Alors qu'il sortait avec une femme qui empoisonnait son enfant, la mère du sauveur de son enfant travaillait à quelques pas de son bureau, luttant pour subvenir aux besoins de sa fille héroïque. Je veux la rencontrer ce soir quand elle viendra travailler. Monsieur, cela pourrait sembler intrusif. Sa fille a sauvé la vie d'Oliver. Le moins que je puisse faire est de la remercier comme il se doit et de m'assurer qu'elles sont toutes les deux en sécurité. Ce soir-là, Marcus attendit dans son bureau après son heure de départ habituelle. À 22h15, il trouva Sophia au 38e étage, en train de nettoyer méthodiquement la salle de conférence avec une efficacité professionnelle. Elle était plus petite qu'il ne l'avait imaginé, avec les mêmes cheveux foncés et le même air sérieux qu'Elena. « Excusez-moi, Madame Martinez. » Sophia se retourna, surprise, les yeux écarquillés par la reconnaissance et l'inquiétude. « Monsieur Wellington, je suis désolé. Je peux finir cette pièce plus tard. Ne vous excusez pas. Je voulais vous parler d'une affaire personnelle. Il s'agit de votre fille, Elena. » La mention d'Elena transforma immédiatement l'attitude de Sophia, son instinct maternel protecteur prenant le pas sur la hiérarchie professionnelle. « Qu'est-ce qu'il y a pour Elena? Elle a des problèmes? Elena a sauvé la vie de mon fils il y a 3 semaines. » Sophia le regarda en silence, stupéfaite, tandis que Marcus lui expliquait les événements survenus à Leonardada, voyant la compréhension se dessiner sur son visage. « Le bébé, » murmura Sophia. Elena est rentrée à la maison en parlant d'un bébé malade et d'un papa triste. Elle a dit qu'une méchante dame faisait du mal au bébé avec des médicaments. J'ai cru qu'elle racontait des histoires. Elle vous parlait du moment le plus important de ma vie. Si Elena n'avait pas parlé, mon fils serait peut-être mort. Sophia s'effondra dans un fauteuil, bouleversée. Je n'arrive pas à croire qu'Elena ne vous ait jamais dit que c'était vous. Marcus s'assit en face d'elle, abandonnant son autorité habituelle pour laisser place à la vulnérabilité d'un père reconnaissant. Sophia, cela fait des semaines que j'essaie de retrouver Elena. Je voulais la remercier comme il se doit et te remercier d'avoir élevé une enfant aussi extraordinaire. Elle tient ce courage de son père. Sophia dit doucement. Miguel aidait toujours les autres, même quand nous n'avions rien. Elena a le même esprit. Elle a sauvé la vie d'Oliver et elle a déjà aidé d'autres enfants. Ce genre de courage moral vient d'une éducation exceptionnelle. Sophia s'essuya les yeux. Elena vend des fleurs. Ce n'est pas parce que je veux qu'elle travaille. Parfois, mes emplois de femme de ménage ne suffisent pas et elle insiste pour m'aider malgré son jeune âge. Marcus sentit son cœur se briser. Sophia, je veux vous aider. Je veux vous offrir un véritable poste ici, à la gestion des programmes d'aide aux familles pour Wellington Industries. Vous comprenez ce dont les familles qui travaillent ont réellement besoin. La fierté de Sophia s'enflamma. Nous n'avons pas besoin de charité, Monsieur Wellington. Ce n'est pas de la charité. C'est reconnaître le talent et rembourser une dette. Elena a sauvé mon fils. Cela fait de vous une famille maintenant, que vous en soyez consciente ou non. Sophia scruta son visage, à la recherche de pitié ou de condescendance. Au lieu de cela, elle vit un respect sincère et une affection grandissante. En quoi consisterait ce travail? Marcus se pencha en avant avec enthousiasme. Créer des systèmes de soutien pour les parents qui travaillent, développer des programmes de garde d'enfants, mettre en place une aide d'urgence aux familles, aider d'autres familles à éviter les difficultés que vous avez rencontrées. Le salaire serait de 90 000 $ par an, avec tous les avantages sociaux. Elena aurait accès à notre crèche et à des fonds pour l'éducation. Sophia faillit tomber de sa chaise. C'était plus que ce qu'elle gagnait dans 3 ans. Pourquoi faites-vous cela? Parce que votre fille a sauvé la vie de mon fils et m'a appris ce qui compte vraiment. Et parce qu'Elena veut devenir médecin et je veux m'assurer que rien ne l'empêche de réaliser son rêve. Sophia regarda autour d'elle la salle de conférence qu'elle avait nettoyée pendant des années et où on lui offrait maintenant une place à la table.
J'ai besoin de temps pour réfléchir, bien sûr. Mais Sophia, je ne vous fais pas cette offre par pitié. Après avoir vu le courage d'Elena, je crois que vous êtes exactement ce dont cette entreprise a besoin. Soudain, le téléphone de Marcus sonna. La voix de Madame Chen était pressante. Monsieur Wellington, Elena est ici et demande de l'aide pour une urgence concernant un autre enfant. Marcus mit le téléphone en mode haut-parleur afin que Sophia puisse entendre la petite voix déterminée d'Elena résonner dans la salle de conférence. Monsieur Wellington, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais le petit garçon de Madame Rodriguez, Miguel, est très malade. Il a une forte fièvre et ne se réveille pas, et elle pleure parce qu'elle ne peut pas l'emmener chez le médecin. J'ai essayé de l'aider, mais je suis trop petite. Je me suis souvenu que vous aviez dit d'appeler si quelqu'un avait besoin d'aide. Le visage de Sophia pâlit sous l'effet de la reconnaissance et de la peur. Miguel n'a que 3 ans et Carla est une sans-papier originaire du Honduras. Elle est terrifiée par les hôpitaux car elle pense qu'ils vont appeler les services d'immigration. Elena, restez exactement où vous êtes avec le portier, dit Marcus d'un ton pressant. Nous arrivons tout de suite. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, Sophia prit sa décision. Monsieur Wellington, concernant cette offre d'emploi, j'accepte. Si vous voulez vraiment aider des familles comme celle de Cara, comme la mienne, alors oui, je veux en faire partie. La descente en ascenseur leur sembla interminable, mais lorsque les portes s'ouvrirent, la scène qui se déroulait dans le hall confirma leur pire crainte. Elena était assise dans un fauteuil surdimensionné, ses petits bras enroulés autour de Miguel Rodriguez, dont le petit corps brûlait de fièvre. Madame Rodriguez était agenouillée à côté d'eux, sanglotant et parlant rapidement en espagnol, remplie de désespoir et de terreur. « Depuis combien de temps est-il dans cet état ?» demanda Marcus immédiatement, s'agenouillant à côté de l'enfant malade. Sophia traduisit les explications de Madame Rodriguez entre 2 sanglots. 2 jours de fièvre, de vomissements, de refus de manger et de boire. Elle lui avait donné du Tylenol pour enfants, mais sa température continuait d'augmenter. Elle avait peur d'aller à l'hôpital parce qu'elle n'avait pas de papier. Marcus regarda l'enfant de 3 ans à peine conscient, puis Elena, qui avait réussi à traverser seule la ville pour trouver de l'aide pour sa voisine. « Madame Rodriguez, dit-il en espagnol, ne vous inquiétez pas pour les papiers. Votre fils a besoin d'un médecin maintenant. » « Mais l'immigration, sanglota Madame Rodriguez. Mes avocats s'occuperont de tout. C'est la vie de Miguel qui compte. » Elena se leva prudemment, tout en soutenant Miguel. « Monsieur Wellington, Madame Rodriguez a peur que si les autorités découvrent son statut, elle la renvoie avec Miguel au Honduras. Elle dit qu'il n'y a pas là-bas de médecin capable d'aider les enfants gravement malades. » Marcus eut le cœur brisé par le choix impossible auquel cette mère était confrontée. Risquer la vie de son enfant ou risquer l'expulsion vers un endroit où les soins médicaux ne pourraient peut-être pas le sauver. Mais il ressentit également une grande fierté devant la compassion d'Elena. Elle n'avait pas seulement remarqué une urgence médicale. Elle avait compris les facteurs sociaux et politiques complexes qui empêchaient l'enfant d'obtenir de l'aide. « Madame Rodriguez, je vous promets, je vous donne ma parole, que personne ne vous posera de questions sur votre statut d'immigrante ce soir. Mon équipe juridique est spécialisée dans ce genre de situation. Miguel recevra les soins médicaux dont il a besoin et votre famille sera protégée. » Le trajet vers l'hôpital Mount Sinai semblait à la fois urgent et surréaliste. La Tesla de Marcus, conçue pour le luxe et la vitesse, est devenue une ambulance transportant un enfant gravement malade, sa mère terrifiée, une héroïque fillette de 7 ans et 2 adultes dont les vies s'entremêlaient d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu prévoir. Elena a tenu la main de Miguel pendant le trajet, lui chantant doucement en espagnol des berceuses que sa mère lui avait apprises. « Tout va bien, Miguel. Les médecins vont te soigner. Monsieur Wellington a de bons médecins qui aident les enfants. » À l'hôpital, Miguel a été immédiatement conduit au service des urgences pédiatriques. Le docteur Sarah Kim, médecin traitant, a rapidement évalué son état. Une pneumonie grave compliquée par une déshydratation et une fièvre dangereusement élevée. « Vous l'avez amené juste à temps, » a déclaré le docteur Kim au groupe, grâce à la traduction de Sophia. « Encore 12 à 24 heures, et cela aurait pu mettre sa vie en danger. Son taux d'oxygène est bas et il est gravement déshydraté. Alors que Miguel recevait des antibiotiques, des fluides et de l'oxygène,
et que son état se stabilisait progressivement à chaque heure de traitement, Marcus a passé une série d'appels téléphoniques qui allèrent changer plusieurs vies à jamais. Il a d'abord contacté son équipe juridique, demandant spécifiquement des avocats spécialisés dans la protection des familles en situation de crise médicale en matière d'immigration. En moins d'une heure, l'avocate Patricia Gonzalez est arrivée à l'hôpital avec les documents garantissant la protection juridique complète de Mme Rodriguez. Marcus a ensuite appelé sa directrice des ressources humaines. Linda, je sais qu'il est tard, mais j'ai besoin que vous mettiez en place les protocoles d'urgence de nos programmes d'aide aux familles. Non, nous n'avons pas encore ces programmes, mais nous les lançons dès ce soir. Elena s'est recroquevillée sur une chaise à côté du lit de Miguel, son petit corps montrant enfin l'épuisement d'une enfant qui était restée éveillée pendant près de 20 heures, orchestrant le sauvetage de l'enfant d'un voisin. Elle avait parcouru la ville seule, trouvé le bon bâtiment, convaincu des adultes d'agir et réconforter un enfant malade tout au long d'une crise médicale. Maintenant que Miguel dormait paisiblement sous surveillance médicale, elle ressemblait enfin à la fillette de 7 ans qu'elle était. « Elle est absolument remarquable », dit le Dr. Kim à voix basse à Marcus et Sophia. En 15 ans de médecine d'urgence, j'ai rarement vu un enfant faire preuve d'une telle maturité, d'une telle attention sincère pour les autres et d'une telle capacité à agir efficacement sous pression. Vous pouvez être extrêmement fier. Sophia lissa les cheveux d'Elena pendant qu'elle dormait. Ses propres émotions la submergeaient. Parfois, je pense qu'Elena comprend le monde mieux que moi. Elle voit des choses que les adultes ne voient pas et elle agit quand les adultes hésitent. Marcus observait la scène. Une enfant héroïne endormie. Une mère reconnaissante dont le fils était sain et sauf. Et Sophia qui, au cours d'une nuit extraordinaire, avait accepté un travail qui allait transformer l'avenir de leur famille. Elena ne se contente pas de comprendre le monde, dit-il doucement. Elle le rend meilleur partout d'où elle va. Le Dr. Kim revint tout au long de la nuit pour faire le point. Miguel réagit très bien au traitement. Sa fièvre baisse, son taux d'oxygène se normalise, et il montre de bonnes réponses neurologiques. Nous allons le garder en observation pendant 48 heures, mais le pronostic est excellent. Madame Rodriguez, qui tenait la petite main de Miguel depuis des heures, se permet enfin de croire que son fils survivrait et se remettrait complètement. Par l'intermédiaire de Sophia, elle exprima sa gratitude immense non seulement à Marcus pour les soins médicaux et la protection juridique, mais surtout à Elena, qui avait su exactement qui appeler et comment obtenir de l'aide alors que sa propre mère était paralysée par la peur. Alors que l'aube se levait sur Manhattan, Marcus réalisa que cette nuit avait achevé une transformation qui avait commencé 3 semaines plus tôt dans un restaurant de luxe. Elena avait non seulement sauvé la vie d'Oliver et orchestré le sauvetage de Miguel, mais elle lui avait aussi montré ce que signifiait vraiment se soucier des autres sans rien attendre en retour. Agir lorsque les autres étaient paralysés par la peur ou l'indifférence, voir des solutions là où les autres ne voyaient que des problèmes. Sophia, dit Marcus alors qu'il se préparait à ramener Elena chez elle, après s'être assuré que Miguel était stable et que Mme Rodriguez avait tout ce dont elle avait besoin. Je veux élargir le poste dont nous avons discuté, pas seulement les programmes de bien-être familial, mais aussi une action communautaire globale. Je veux que Wellington Industries devienne le genre d'entreprise qui n'attend pas les urgences pour aider les familles dans le besoin. Sophia acquiesça, comprenant désormais parfaitement cette vision, comme un filet de sécurité pour les personnes qui passent entre les mailles du système. Exactement. Et Elena devrait être notre première consultante. Elle a l'instinct pour trouver les personnes qui ont besoin d'aide et le courage d'agir lorsque les adultes hésitent. Elena se réveilla et regarda immédiatement vers le lit de Miguel. Le voyant dormir paisiblement, les joues roses et la respiration régulière, elle sourit avec une profonde satisfaction. Il ressemble à un petit garçon normal maintenant. Il n'est plus malade. Les médecins l'ont bien soigné. Grâce à toi, ma chérie, dit Marcus en la prenant dans ses bras. Tu as sauvé une autre vie ce soir. Ce sont 2 enfants qui sont en vie et en bonne santé grâce à ton courage. Elena secoua la tête avec la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé que ses 7 ans. J'ai juste trouvé les bons adultes pour m'aider. C'est ce que maman m'a toujours appris. Quand tu ne peux pas régler un problème toi-même, tu trouves quelqu'un qui peut le faire. Et tu n'abandonnes pas tant que tu ne l'as pas trouvé. Alors qu'il quittait l'hôpital dans la lumière du matin,
Marcus réfléchit à la façon dont sa vie avait complètement changé. Il y a 3 semaines, il était un homme d'affaires prospère mais émotionnellement isolé, élevant seul son fils tout en laissant sans le savoir une femme dangereuse entrer dans leur vie. Maintenant, il avait non seulement trouvé la sécurité pour Oliver, mais aussi une nouvelle compréhension de la famille qui allait au-delà des liens du sang. Sophia, j'ai encore une question, dit Marcus alors qu'il roulait dans le trafic matinal. Comment Elena a-t-elle su comment se rendre à mon immeuble hier soir? Le trajet entre Queens et Manhattan est complexe pour un adulte, alors imaginez pour une enfant de 7 ans. Sophia sourit, la fierté perceptible dans sa voix. Je l'ai amenée avec moi au travail une fois, lorsqu'elle était malade et ne pouvait pas rester seule à la maison. Elle a une mémoire incroyable pour les lieux et les racines. Je lui ai montré l'itinéraire de bus d'urgence au cas où elle aurait besoin de me retrouver au travail. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle l'utiliserait pour sauver la vie d'un autre enfant. Elle a transformé votre leçon de sécurité en mission de sauvetage. Marcus était émerveillé. C'est tout, Elena. Elle retient tout ce qu'on lui apprend et trouve le moyen d'aider les autres grâce à cela. Elena, à moitié endormie contre la vitre, marmonna. Miguel va s'en sortir maintenant. Madame Rodriguez n'a plus à avoir peur. 6 mois plus tard, la transformation des programmes d'aide aux familles de Wellington Industries par Sophia sera présentée dans le magazine Fortune comme l'initiative de bien-être en entreprise la plus innovante du pays. Elena entrera en 3e année à la Manhattan Country School, l'une des meilleures écoles privées de la ville, où elle organisera immédiatement des collectes de nourriture pour les familles dans le besoin et se portera volontaire pour aider les plus jeunes enfants en difficulté en lecture. Miguel Rodriguez grandirait en bonne santé et deviendrait fort avant d'intégrer l'université grâce à une bourse complète offerte par la Fondation Elena Martinez pour la défense des enfants que Marcus créerait. Madame Rodriguez obtiendrait le statut de résidente permanente grâce à un avocat spécialisé en immigration fourni par Marcus et deviendrait finalement aide-soignante diplômée, inspirée par les soins prodigués à son fils. Mais ce matin-là, alors que Marcus conduisait Elena et Sophia chez elle dans le Queens, tandis qu'Oliver gazouillait joyeusement dans son siège auto, tout cela appartenait encore au futur. Ce qui comptait maintenant, c'était le moment présent. Ils formaient une famille choisie, unie non pas par le sang, mais par l'amour extraordinaire qui naît lorsque des personnes se sauvent mutuellement la vie, au sens propre comme au figuré. Elena s'endormit contre la vitre. Épuisée mais paisible, elle rêvait de bébés qui dormaient en sécurité, de petits garçons qui respiraient facilement et d'un monde où les adultes écoutaient toujours les enfants lorsqu'ils s'exprimaient pour protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Marcus Wellington, homme d'affaires milliardaire, roulait au lever du soleil avec le chargement le plus précieux qu'il ait jamais transporté. Son fils, son nouveau collègue et ami, et le petit héros qui lui avait appris que les choses les plus précieuses dans la vie ne pouvaient être ni achetées, ni vendues, ni échangées. Elles ne pouvaient être gagnées que par le courage, la gentillesse et la volonté d'agir lorsque les autres avaient le plus besoin d'aide. Et Sophia Martinez, ancienne femme de ménage devenue directrice du bien-être familial, regardait sa fille dormir et savait que leurs difficultés les avaient menés exactement là où ils devaient être. Au sein d'une famille qui valorisait le courage plutôt que le confort, l'amour plutôt que le luxe, et la protection des enfants avant tout. Alors qu'ils arrivaient devant l'immeuble dans le Queens, Elena se réveilla et sourit d'un air endormi. « Monsieur Wellington, je peux vous poser une question? Tout ce que tu veux, ma chérie. Quand je serai grande et que je serai médecin, je pourrai travailler dans votre entreprise pour aider des enfants comme Miguel et le petit Oliver? » Marcus sentit les larmes lui monter aux yeux. Il n'essaya pas de les cacher. « Elena, quand tu seras médecin, j'espère que tu dirigeras toute l'entreprise. Quelqu'un avec ton cœur et ton courage devrait être chargé d'aider autant de personnes que possible. » Elena réfléchit sérieusement à cette proposition. « D'accord, mais je veux quand même être médecin. Je pourrais peut-être être les deux. » Dans ton cas, Elena, je ne serais beau surpris que tu puisses faire tout ce que tu décides d'entreprendre. Alors qu'Elena et Sophia se dirigeaient vers leur immeuble, Elena se retourna une dernière fois. « Monsieur Wellington, merci d'avoir aidé Miguel et Madame Rodriguez. Et merci d'avoir donné à maman un travail qui lui permet d'aider d'autres familles. C'est le plus beau cadeau qui soit. » Marcus les regarda disparaître dans leur immeuble, puis regarda Oliver,
qui était réveillé et lui souriait avec une confiance et un amour absolu. Oliver, dit-il doucement, ta grande sœur Elena vient de changer notre vie et je pense que nous sommes la famille la plus chanceuse de New York. En rentrant chez lui à Manhattan, Marcus réalisa qu'il avait trouvé quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il cherchait. Une famille fondée sur l'attention mutuelle, des valeurs communes et les bases inébranlables de personnes prêtes à tout risquer pour se protéger les unes les autres. L'histoire avait bouclé la boucle, mais à bien des égards, ce n'était que le début.